dangereux, il devient de plus en plus difficile de dire, mais quelle raison pouvez-vous invoquer pour ce genre pour des croyances de cette sorte, sans y mettre aucune espèce d'agressivité, parce que il faut distinguer. Alors je m'en suis pris ouvertement cette chose qu'on entend dire assez souvent, il faut respecter toutes les croyances. Non, il ne faut pas respecter toutes les croyances. Je n'ai aucun respect pour les croyances racistes ou antisémites. Je peux avoir du respect pour les gens qui les professent en tant que personnes, bon, parce qu'effectivement, c'est quand même ce sont des personnes à qui on doit un respect d'une certaine sorte. Mais on n'est pas tenu d'avoir du respect pour des croyances de cette sorte. Et en revanche, il devient de plus en plus difficile de dire qu'on n'en a pas. Parce que ce n'est pas du tout conforme, si vous voulez, à une certaine idée qu'on se fait de la démocratie. Et je me souviens à ce propos que c'est Bertrand Russell qui dit quelque part que la démocratie implique que l'on soit capable d'accepter de plus en plus de voir insulter les croyances qu'on professe. Je pense qu'en un certain sens, il a raison. Bon, si on veut être vraiment démocrate, il faut être prêt à accepter ça. Une certaine forme de satire, même de satire violente contre les croyances. On n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas absolument pas le chemin. On prend même un chemin qui est exactement l'inverse, et qui est auquel que même le pouvoir politique lui-même est obligé de consentir à emprunter. Enfin, c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, des implications politiques que peut avoir le fait d'adopter le genre de style philosophique et de pratique philosophique qui est le mien. Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Do you think there's a practical reason for having a religious belief for many people? Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. And if you can't find out whether it's true or whether it isn't, you should suspend judgment. But you can't, it seems to me, a fundamental dishonesty and a fundamental treachery to intellectual integrity to hold a belief because you think it's useful and not because you think it's true. Well, I was thinking of those people who find that some kind of religious code helps them to live their lives. It gives them a very strict set of rules, the rights and the wrongs. Yes, but you know, those rules are generally quite mistaken. A great many of them do more harm than good. And they would probably be able to find a rational morality that they could live by if they dropped this irrational, traditional, taboo morality that comes down from savage ages. But are we, perhaps the ordinary person, perhaps isn't strong enough to find this own personal ethic? They have to have something imposed upon them from outside. Oh, I don't think that's true. And what is imposed on you from outside is of no value, whatever. It doesn't count. Well, you were brought up, of course, as a Christian. When did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I never decided that I didn't want to remain a believer. I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time thinking about Christian dogmas and trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them. Do you think that that gave you an extra strength in your life? Oh, I don't know. No, I shouldn't have said so. Neither extra strength nor the opposite. I mean, I was just engaged in the pursuit of knowledge. Alors, vous en parliez du rapport avec la science et de la défiance qu'on peut constater enfin, c'est plus que du désintérêt parfois pour la science, c'est vraiment une méfiance. Et vous faites partie, alors j'espère que vous en faites encore partie, en tout cas vous êtes sur leur site, du comité de parrainage de l'Association française pour l'information scientifique.
et de sa revue qui s'appelle Science et Pseudosciences, qui est une revue qui a été fondée en 1968 et qui se propose de mettre en garde contre les fausses sciences, contre ceux qui utilisent la science pour leurs propres intérêts, etc. etc. Et une association qui a pris des positions parfois très critiquées sur les OGM. On les a accusés d'être pro-OGM. Et aussi, vous en parliez du réchauffement climatique parce que dans un numéro, on avait donné la parole à des climato-sceptiques. Mais bon, on ne peut pas aller peut-être jusqu'à dire que c'était que la revue en elle-même était climato-sceptique. Vous aviez participé à la critique de la thèse d'Elisabeth Tessier. Voilà. Oui, là, je ne sais pas si j'ai eu raison, parce que ça, c'était un coup d'épée dans l'eau. Mais vous avez traité de taliban. On a été traité de... Oui, on a été traité de Jean-Claude Péquer, donc qui est un ami. C'est à sa demande que j'avais accepté de participer à la rédaction de ce rapport. Et d'ailleurs, la situation était bien plus effrayante que ce que j'avais supposé. Je veux dire, la thèse, je suis absolument ahuri encore aujourd'hui qu'on ait accepté comme thèse un travail de cette sorte. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que nous avons été traités de talibans de la pensée. Et alors là où je voulais en venir, c'est que donc sur le site de la revue, il y a des articles et ils font attention dès qu'un article à prétention un peu scientifique sort dans un média généraliste, ils le prennent, ils l'analysent. Et là, un des derniers articles portait sur un papier du Nouvel Observateur qui parlait des différences hommes-femmes. Et des études scientifiques sur les différences hommes-femmes avec, en conclusion, voilà, vous voyez, scientifiquement, il n'y a aucune différence. Toutes les différences ne sont que construites historiquement et culturellement. Et dans la revue Science et Pseudosciences, on critiquait pas mal cette façon de procéder, puisqu'on disait même si les intentions sont généreuses, à savoir critiquer la discrimination, etc. Vous voyez, les discriminations, vous voyez, les discriminations sexistes sont intolérables puisque c'est scientifiquement prouvé qu'on est tous pareils. Il disait, voilà, c'est l'attitude consistant à convoquer la science dans un débat éthique est inutile et elle peut être dangereuse puisque, en gros, on remplace une erreur par une autre erreur puisqu'il y a des études qui montrent qu'il y a des différences. Mais en gros, c'était sur cette manière d'invoquer à tout bout de champ la science dans des débats éthiques ou pour défendre une opinion politique. Et je pense à des débats sur l'égalité entre les hommes et les femmes ou plus récemment sur le concept de race, sur ce qu'on a fait disparaître le mot race. Et donc là aussi, chacun y allait de son étude scientifique. Les races existent, les races n'existent pas. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire Je dirais que ça m'inspire la tentation de se servir directement de la science pour intervenir dans des questions de cette sorte. Ça m'inspire effectivement une certaine méfiance. Bon, parce que ça peut donner le meilleur et le pire. Hein. Dans le cas du racisme, c'était quand même important, si vous voulez, d'apprendre à un moment donné que, du point de vue scientifique, le racisme ne repose sur aucun fondement sérieux. Donc, au moins là, d'obtenir une certitude négative, c'est-à-dire la certitude que la science ne peut en aucun cas donner raison. Vous en avez d'autres qui expliquaient que quand même il y avait alors ça dépend de quel point de vue on se plaçait, génétique, alors je maîtrise pas exactement, mais qu'on ne pouvait quand même pas dire on était tous tout pareil, et que fonder la morale là-dessus, c'était très dangereux, parce que ça veut dire que le jour où on dira, où il y en a un qui arrivera en disant « Ah ben regardez, moi j'ai trouvé qu'il y avait des différences entre les noirs et les blancs, et les hommes et les femmes », ça veut dire qu'on justifiera les discriminations. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions sur ce qu'on peut exactement obtenir en suivant ce chemin. Tout ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si quelqu'un dit la science a démontré que le maximum qu'on peut faire, c'est d'essayer sérieusement d'établir que la science n'a rien démontré de tel. Dans ce cas-là,
c'est susceptible de décourager quelqu'un qui serait tenté non seulement d'affirmer une chose contestable de cette sorte, mais de dire c'est la science qui le démontre. Mais c'est le maximum qu'on puisse faire. La science en elle-même ne décidera pas une question de cette sorte, si vous voulez. Elle ne peut pas décider, par exemple, de la vérité ou de la fausseté d'une thèse aussi radicale que celle qui consiste à dire il n'y a pas de différence du tout entre les hommes et les femmes. Et c'est évident que il faut, si on veut pouvoir raisonnablement décider certaines questions, il faut donner un sens un peu plus précis que ça au mot différence. On peut dire, oui, si vous cherchez des différences de cette sorte, non, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, etc. Mais une thèse du genre, il n'y a aucune différence d'aucune sorte, pour moi, c'est pas une thèse scientifiquement discutable, c'est bien plus une thèse métaphysique. Bon, c'est quelque chose qui est bien plus proche d'une thèse métaphysique. Donc, j'ai du mal, si vous voulez, à entrer sérieusement dans des discussions de cette sorte. Par exemple, si on se pose la question, on se la pose de temps en temps, on peut se poser la question pourquoi y a-t-il eu dans l'histoire de la musique aussi peu de femmes qui ont compté? Bon, c'est vrai. Bon, il y a quand vous cherchez des noms, on en trouve quand même, Dieu merci, quelques-uns qui sont pas négligeables. Mais alors une question qui est posée de temps en temps est est-ce que la raison est uniquement socioculturelle, enfin, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas dans le cerveau des femmes quelque chose qui fait que, etc. Enfin, bon, vous connaissez toutes ces questions. Bon, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Si un jour on s'attaque sérieusement à ce problème, il y a peut-être des gens qui sont assez vicieux pour être en train de le faire. Il va y avoir des gens qui vont dire ben oui, c'est évident, on a trouvé une origine possible et même probable pour cette différence. Il y en a probablement d'autres qui diront avec la prétention d'être tout aussi scientifique, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas trop quoi vous répondre, si vous voulez, quand vous me posez cette question, si ce n'est que ça suscite chez moi une méfiance extrême et un découragement à peu près total, parce que je sais qu'on va à peu près inévitablement se retrouver dans une situation inextricable et dangereuse. Mais alors, en fait, ce que ça pose comme question, c'est donc du rapport que nos sociétés entretiennent avec la science. Et il me semble que c'est Russell qui disait aussi que si on veut défendre la démocratie, il faut défendre la science, ou en tout cas la démarche scientifique. Et là, c'est un peu la même question qu'avec la vérité, c'est-à-dire que pour des gens de ma génération, la science, c'était quelque chose d'autoritaire, c'était une position, un abus de pouvoir, un abus de position dominante. Et voilà, et du coup, on se méfie des scientifiques, ou alors on se méfie pas d'eux quand ils vont dans le sens, quand leurs études, et puis ça amène les scientifiques à faire des études qui vont dans le sens du vent, en tout cas à se caler sur ce qu'est l'opinion générale et à ne pas, surtout pas essayer de... Voilà, donc c'était ça. Pourquoi est-ce que quand on veut défendre la démocratie, il faut défendre la science? Ça paraît pas... si vous voulez, parce que, en tout cas, dans l'esprit de Russell, la réponse est assez simple, parce que la science est à ses yeux le seul exemple convaincant qu'on a d'une démarche qui consiste à accepter le fait que la seule raison qu'il peut y avoir, ce que j'évoquais il y a un instant, la seule raison qu'il peut y avoir de croire une chose, c'est les chances qu'il y a que ce soit vrai. Et il pense qu'il y a parmi toutes les différentes démarches que nous avons essayées jusqu'à présent pour parvenir à la vérité, il n'y a que la science qui a respecté à peu près ce principe. Je dis à peu près parce qu'elle-même le viole aussi assez régulièrement, c'est-à-dire la recherche de la vérité est constamment parasitée, enfin je pense à peu près dans tous les cas, elle est parasitée par des éléments étrangers divers, tels que par exemple l'intérêt, le besoin que l'on a de croire qu'une chose est vraie, qui contribue souvent à la rendre presque vraie, voire vraie tout court. Donc il y a cette menace constante qui pèse sur la recherche de la vérité, aussi désintéressée qu'elle puisse sembler être, qui tient donc à l'existence de tous ces parasites. Et alors évidemment, ça contribue, quand on est conscient de ça, et il faut l'être, ça contribue à augmenter la méfiance à l'égard de la science, puisqu'on se dit, tous ces grands scientifiques qui parlent de désintéressement, qui
disent être mus uniquement par le souci de chercher et de trouver la vérité. Il ne faut surtout pas les croire. Hein. En réalité, eux aussi, ils ne font rien d'autre que défendre des intérêts, de rechercher une certaine forme de pouvoir. Alors ça peut expliquer très bien, et ça explique largement, hein, l'attitude que vous évoquiez il y a un instant, quand vous disiez que pour vous, la science, ça représentait la posture autoritaire. Pour moi, pour les gens de ma génération, oui, moi oui, je respecte complètement la science. Oui, parce que peut-être, je me souviens de ce que dit Bouzil dans L'homme sans qualité, il dit, en ce temps-là, la science commençait déjà à se démoder. Bon, il est arrivé de dire que la science, si elle a commencé à se démoder à ce moment-là, donc l'action de L'homme sans qualité se passe en 1913, juste avant la Première Guerre mondiale, si elle a commencé à se démoder à ce moment-là, elle a continué. Ensuite, je trouve que la situation à laquelle on est arrivé à présent est plutôt inquiétante. Hein. C'est plutôt la méfiance qui pèse sur la science, et ça joue évidemment en faveur de la religion. Le prestige que la religion a retrouvé, enfin au moins dans une certaine mesure, parce que peut-être qu'on exagère aussi sur ce point, est lié à la désaffection caractéristique à l'égard de la science. Il n'empêche qu'on peut tout à fait défendre un point de vue comme celui de Russell, parce que j'aime à croire, en tout cas pour ma part, qu'en dépit de tout ce qui peut sembler avoir changé dans la façon dont la science est aujourd'hui comprise et pratiquée, quand je parle de changement, je veux dire ceci, c'est que il y a des philosophes des sciences, c'est le cas par exemple de Paul Feyerabend. Feyerabend a dit la science aujourd'hui n'a plus rien à voir avec une recherche de la vérité. Elle a peut-être été ce genre de choses, elle a même presque certainement été ce genre de choses à un moment donné. On pourrait citer pour ça des grands scientifiques qui donnent vraiment l'impression d'avoir donné dans leur vie et dans leur pratique l'exemple de ça, de ce que peut être le dévouement, hein, à peu près exclusif à la recherche de la vérité. Et il y a des pessimistes qui pensent que ça n'existe plus. Feyerabend dit que la science est devenue une espèce de gigantesque business, c'est le terme qu'il utilise, dont les seuls mobiles sont l'intérêt, la recherche du pouvoir, etc. Alors, du point de vue des apparences, ça peut sembler largement vrai, mais je pense que ce n'est pas le seul aspect de la question qu'il faut considérer. Il y a aussi, il peut encore tout à fait y avoir quelque chose une façon de pratiquer la science qui ressemble réellement à ce qu'on appelle une recherche de la vérité, qui est soucieuse d'éliminer dans toute la mesure du possible les parasites qui sont susceptibles d'entrer en jeu et de compromettre les chances de parvenir à la vérité. Je pense que ça existe toujours, c'est peut-être plus difficile, plus rare qu'on le croit, mais j'ose espérer que ça existe encore, parce que sinon je cesserai de m'intéresser à la science. Ça va sans dire. Alors, pardon, je ne sais pas si je dois l'aborder, mais j'essaye quand même. C'est une querelle qui a eu lieu sur le plateau d'Arrêt sur Image entre un économiste qui s'appelle Frédéric Lordon, vous connaissez peut-être, voilà, voilà, et qui reprochait à un qu'est-ce qu'il est, Sébastien Boller, il est neurobiologiste, enfin il a fait sa thèse avec Jean-Pierre Changeux, etc. Et il fait des chroniques sur le plateau d'Arrêt sur Image où il essaye d'expliquer par les neurosciences certains comportements et l'influence des médias, en gros, sur le cerveau des gens. Et il y a eu une petite querelle entre deux qui m'a bien embêtée parce que je les aime beaucoup tous les deux. Mais en gros, Lordon reprochait aux neurosciences d'envahir le champ des sciences sociales et de bouffer tous les crédits. Et après, s'en est suivi une espèce de dispute sur savoir qui tenait le premier bout de la chaîne. En gros, est-ce qu'on peut expliquer un fait social par le cerveau, ou est-ce que c'est juste épiphénoménal et donc en gros c'était le réductionnisme de l'un opposé au réductionnisme de l'autre. Est-ce que je sais pas, au Collège de France ou dans les autres institutions que vous fréquentez, c'est quelque chose qui vous fait peur, les neurosciences, le fait que les progrès dans les sciences cognitives, dans les IRM et les imageries cérébrales, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, ou est-ce que pour vous ça constitue un progrès je ne sais pas, je n'ai pas facilement peur, donc pas non plus vraiment peur
des neurosciences. Mais c'est vrai que, oui, elles ont tendance à devenir un peu envahissantes. Et c'est sûr qu'elles bénéficient aussi de moyens considérables. Mais en même temps, j'hésite. Il y a des façons de les critiquer qui me semblent relever quand même largement de l'obscurantisme pur et simple. Parce que je pense, si vous voulez, j'ai tendance à appliquer un principe qui est le suivant, c'est nous ne pouvons pas ne pas vouloir savoir. Donc s'il y a quelque chose qu'on a des chances de réussir à savoir, je pense qu'il faut essayer. Bon, alors, naturellement, ça comporte toujours des risques, hein, en particulier le risque que vous évoquez, hein, c'est-à-dire que il est quelquefois dangereux de savoir, parce que qui dit savoir dit détenteur du savoir. Détenteur du savoir veut dire presque fatalement détenteur d'un pouvoir correspondant, et ça comporte des risques. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Non, je n'en suis pas encore, si vous voulez, à m'inquiéter outre mesure. En revanche, effectivement, il y a des moments où je suis assez estomaqué par l'assurance avec laquelle les représentants des neurosciences affirment des choses qui sont bien incapables de démontrer. Oui, mais en même temps, moi j'ai aussi des fois l'impression que les chercheurs en sciences sociales, et j'aime beaucoup Frédéric Lordon par ailleurs, mais parce que c'est pour impossible à maîtriser, parce qu'ils sont pas les... Voilà, que du coup il y a une espèce de méfiance instinctive à un truc qu'ils ne pourront pas maîtriser, même s'il se met à étudier le fonctionnement du cerveau à son âge, il y arrivera. Alors vous avez, oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a une méfiance qui est largement de principe, je pense, de toute façon, qui s'appuie souvent sur un, enfin qui implique souvent un manque de connaissances réelles de ce dont il s'agit. Ça, c'est très compliqué. Il se trouvait que je me suis intéressé au problème c'était pas encore les sciences cognitives à l'époque, mais les problèmes de l'intelligence artificielle. Dans les années 70, je m'intéressais déjà à ça. J'ai même écrit un assez gros article là-dessus, qui s'appelait « Le fantôme dans la machine », si je me souviens bien. Il était question de Chomsky, mais aussi beaucoup de l'intelligence artificielle, de la fameuse prédiction de Turing qui avait dit dans les années 50, au début des années 50, il avait dit, je pense qu'avant 20 ans, je crois, on dira couramment d'une machine qu'elle pense. J'avais déjà commencé à discuter ces choses-là. Les robots contrôleront les humains. Oui. Et alors, et puis je m'étais intéressé à Norbert Wiener, évidemment, dont on reparle depuis quelque temps. On a raison, parce qu'il était quelqu'un de très important. Donc j'étais au départ très intéressé par ces choses. Et puis j'ai trouvé qu'effectivement, tout d'un coup, ils ont commencé à occuper un terrain vraiment considérable, peut-être un peu trop important, et j'ai progressivement pris mes distances par rapport à ça, mais pas au point d'aller jusqu'à critiquer et même condamner par principe ce qu'ils essaient de faire, qu'ils essaient de comprendre d'où vient exactement, du point de vue cérébral, la compréhension des mathématiques, la sensibilité musicale, des choses de ce genre. Ça me semble des questions tout à fait légitimes. Bon, ce que je crains, c'est effectivement, une fois de plus, l'usage qui risque d'être fait de ces connaissances. C'est pas la plupart du temps, c'est pas le surcroît de connaissances qu'on réussit à acquérir qui représente un danger. C'est une banalité atroce de dire ça, mais c'est l'utilisation qu'on fait de la connaissance, et ça dépend de nous. Ça dépend de nous, ça ne dépend pas de la science elle-même. Bon, mais alors, pardon, il nous reste encore un peu de temps ou... Oui. Dites-moi quelle heure il est. Il est 4h moins 20, si je devais... Bon, d'accord, alors je peux vous fatiguer encore un peu. On va finir parce que... Oui, finalement... si je me mets à délirer complètement... on coupera. Je sais pas. Non, mais en fait, parce que du coup, on a parlé beaucoup de sciences, de philosophie, etc., mais on n'a pas parlé de ce qui... d'un domaine auquel vous vous intéressez, c'est la critique des médias, la critique de la presse. Et il y a une formule que vous avez utilisée pour décrire le travail enfin pas le travail de Krauss, mais la manière dont Karl Krauss décrivait les médias de son époque. C'était en gros, peu importe la désaffection que le public a pour la presse,
Vous le résumiez par qu'il méprise pourvu qu'il lise. J'étais assez content de cette phrase. Oui, elle est bien. Et vous évoquez assez souvent les chiffres qui sont de plus en plus catastrophiques les enquêtes d'opinion que les gens qu'on fait sur le rapport aux médias des Français. Et vous dites très justement quelle industrie dont plus de 40% des clients sont mécontents pourrait survivre. On n'imagine pas ça de l'industrie automobile ou je sais pas moi de la téléphonie. Et pourtant, les journalistes n'ont pas, enfin, en tout cas, de temps en temps, ils donnent l'air de s'en inquiéter, mais ils n'ont pas l'air de faire quoi que ce soit pour améliorer la situation. Et malgré tout, et c'est là que ma question vient, c'est que les gens continuent d'une façon ou d'une autre à lire la presse. Alors, ils achètent moins les journaux, mais ils les lisent sur Internet, ils les lisent sur leur tablette, etc. Donc, comment est-ce que vous expliquez qu'on continue à lire? Et le corollaire, c'est est-ce que vous pensez que finalement, les gens sont si méfiants que ça envers la presse et que ce qu'ils disent dans les enquêtes d'opinion? Est-ce que finalement, ils n'auraient pas tendance à croire plus que ce qu'ils ne pensent, ce qu'ils lisent dans les journaux? Pour commencer par la dernière question, je pense que vous avez raison. Les gens c'est vous qui avez raison, c'est sont vous qui avez dit ça. nettement moins méfiants qu'ils ne croient l'être, qu'ils ne prétendent l'être. C'est-à-dire qu'ils croient bien plus ce qu'ils lisent dans les journaux. Ça me paraît clair. Donc je prends ces enquêtes avec une certaine méfiance, mais elles restent quand même préoccupantes. Ça me paraît évident. Alors la question quand même qui subsiste, c'est pourquoi continue-t-on à lire? Là, je suis embarrassé pour vous répondre, parce que je suis moi-même un assez grand lecteur de journaux. Ouais. Les gens qui lisent ce que j'écris pourraient penser que je ne lis pas les journaux. Si, je lis un certain nombre de journaux, je n'en lis pas autant que Krauss, qui passait une bonne partie de la nuit à lire les journaux. Et pour faire vraiment de la critique de la presse, comme l'a fait Krauss, il faudrait presque ne faire que ça. Il faudrait lire une telle quantité de choses. Et puis ensuite, il faut évidemment être capable de... Il faut avoir le genre la capacité qui s'attribue à celui d'être capable de juger instantanément de ce qui ne va pas dans ce qu'on lit, ce que je suis bien incapable de faire. Mais c'est vrai que ça reste un peu mystérieux, si vous voulez. Pourquoi? Je pense aussi, par exemple, c'est parce que le parallèle se justifie, me semble-t-il, que c'est un peu la même chose avec la politique. C'est-à-dire on continue à croire bien plus à la politique qu'on ne fait semblant que ça ne semble être le cas, qu'on ne le dit. En tout cas, c'est-à-dire que je pense qu'on continue à attendre énormément de la politique. Il suffit de regarder la façon dont se comportent les gens dès qu'il se produit quelque chose de tout d'un coup d'inattendu, d'impossible à maîtriser, la facilité avec laquelle tout d'un coup on s'adresse au pouvoir politique, de préférence aux plus haut placés, etc. Avec donc ce sentiment qui reste très tenace et très vivace que les problèmes les plus importants, une bonne partie des problèmes les plus importants dépendent de la politique. Et ça s'accompagne en même temps de déclarations qui visent à persuader ceux qui vous entendent qu'en réalité on fait preuve d'un scepticisme radical à l'égard de la politique. Donc ça c'est un phénomène extrêmement intéressant et en même temps extrêmement préoccupant. Parce que j'ai fait ce rapprochement entre le comportement du monde politique et celui du monde médiatique, parce qu'il y a aussi cette tendance, des deux côtés, me semble-t-il, à ne rien faire, ou en tout cas à donner l'impression d'avoir pas envie de faire grand-chose pour que ça change. C'est-à-dire on s'en plaint, on dit en être inquiet, mais en même temps, pour reprendre une expression de Krauss, on a un peu l'impression, dans le cas du monde politique, en tout cas, que tous ces gens-là sont fanatiquement décidés à ne rien faire pour que ça change. C'est-à-dire chaque fois qu'ils ne laissent jamais passer une occasion d'aggraver leur cas. C'est invraisemblable. Quand vous regardez ce qui vient de se passer dans le cas de la gauche, enfin, cette succession d'affaires incroyables, enfin, bon, en plus, ces preuves d'amateurisme et d'incompétence qui se sont accumulées, on a l'impression... On se dit, c'est des gens quand même, ils ont été prévenus, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas recommencer. Eh bien non, ils recommencent. Alors les médias, est-ce que c'est vrai au même degré? Je serais tenté de dire que mon impression personnelle est que oui, c'est-à-dire la critique de la presse, je ne sais pas à quel moment les choses... quand j'ai écrit mon premier livre sur Krauss, donc, qui s'appelait Schmock, ou le triomphe du journalisme,
J'avais choisi ce titre, d'ailleurs, ce que personne n'a semblé avoir remarqué, c'était inspiré évidemment de Jules Romain, Knock ou Le triomphe de la médecine. Bon. Quand j'ai écrit ce livre-là, on était entré dans une période où la critique de la presse a bénéficié pendant un certain temps d'une certaine attention et d'un certain prestige. Bon, alors comme toujours dans le monde journalistique, ça a duré très peu de temps, puis après on est passé à autre chose. Bon, parce que malheureusement, ça ne peut guère se passer autrement. C'est ce que Bourdieu appelait l'amnésie journalistique. Mais mon impression personnelle a été que le travail qui a été fait, moi j'ai fait moi-même un certain travail, mais il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup plus importantes que moi dans ce domaine. J'ai l'impression, en gros, que ça n'a produit à peu près aucun effet. C'est-à-dire que les pratiques sont restées à peu près ce qu'elles étaient. Et c'est un peu décevant, mais je ne pense pas que le monde journalistique soit, de ce point de vue, pire que les autres univers auxquels nous sommes confrontés. Mais alors, ce que vous dites même, c'est que la critique de la presse est devenue quasiment impossible, puisque la presse a réussi à identifier sa propre liberté avec la défense de la démocratie et de la liberté d'expression, et que donc, dès qu'on s'attaque un peu à la presse, on est tout de suite taxé d'être antidémocrate, fasciste, nazi, et puis le corollaire immédiat antisémite. On peut très bien s'accuser d'être antisémite. Et il n'y a plus moyen de lutter contre ça. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est encore la peine je comprends le découragement. Je ne pense pas que ça pourrait me dissuader de continuer à le faire, bien que je me sois moins occupé de ça depuis un certain temps. Mais il en est encore question dans ce volume-là de l'Europe, puisque j'ai fait un entretien avec Gerhard Stieg où on a parlé quand même assez longuement de ce problème de la critique de la presse. Alors ça, c'était une des grandes idées de Krauss, a été de dénoncer ce qui fonctionne dans le monde journalistique comme un axiome, à savoir que la presse, c'est la démocratie. Quiconque attaque la presse attaque ipso facto la démocratie. Alors que moi je pense que dans une démocratie digne de ce nom, la presse, qui est un pouvoir, doit pouvoir être critiquée, et même critiquée aussi sévèrement que n'importe quel autre pouvoir. C'est absolument indispensable. Or, il semble qu'effectivement cet axiome soit toujours aussi affirmé de façon aussi dogmatique, hein, c'est-à-dire on ne peut pas, effectivement, on peut pas critiquer la presse parce que la presse se perçoit principalement comme un contre-pouvoir. Bon, on ne va pas inventer un contre-pouvoir contre un contre-pouvoir, ça n'aurait pas grand sens. Donc, si la presse peut se targuer d'être constamment dans la position du contre-pouvoir, face à un pouvoir qui est toujours potentiellement menaçant, alors elle peut considérer qu'elle est à peu près à l'abri de la critique, hein, et que ceux qui la critiquent commettent l'erreur et l'injustice de la traiter comme un pouvoir, ce qu'elle est pourtant bel et bien. Bon, elle dispose bel et bien d'un pouvoir et tout pouvoir est exposé aux abus de pouvoir. Par conséquent, la presse doit accepter d'être critiquée. Alors, est-elle capable de le faire ? Là encore, je connais peu d'institutions qui acceptent volontiers d'être critiquées, donc il est bien possible que la presse soit de ce point de vue-là pas pire que les autres institutions. Les autres institutions dotées d'un certain pouvoir et susceptibles et sujettes aux abus de pouvoir. Elle n'est peut-être pas pire, si vous voulez, mais ça pose un gros problème parce qu'elle a effectivement un argument que la plupart des autres institutions n'ont pas. C'est-à-dire, si vous attaquez l'université, vous n'avez pas beaucoup de gens qui vont se mettre à dire tout d'un coup il ne faut surtout pas attaquer l'université parce que l'université, c'est la démocratie. Or, quand je regarde par exemple les critiques que les journaux, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que maintenant ça a un peu changé, les critiques que les journaux étaient capables de publier sur l'université, j'ai souvent été indigné de voir l'université traitée de cette manière. Or, jamais la presse n'accepterait d'être critiquée de la façon dont elle-même critique constamment les autres institutions. C'est ce qui crée une situation asymétrique et pas très satisfaisante.
Est-ce que je vous semble exagéré? Non, 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 alors là, vous pouvez y aller. Non, mais il y a c'est ce qui est magique dans leur stratégie de défense, donc le fait de s'associer systématiquement à la démocratie, à la liberté d'expression. Et c'est quelque chose que j'ai lu sous votre plume, que vous repreniez quelque chose que disait Krauss, c'est que les gens ont la sensation d'être eux-mêmes libres lorsqu'ils disposent d'une presse libre et qu'en démocratie, en gros, l'individu délègue aux journaux la tâche de penser, d'exprimer des opinions, parce que ça le dispense de faire cet effort. Donc, qu'est-ce que je dois penser je sais pas, de la situation en Ukraine, de la situation du conflit israélo-palestinien, de l'Europe, etc. Et donc, ça c'est voilà, c'est la manière dont fonctionne, selon vous, selon Krauss, la manière dont fonctionnent les gens en démocratie. Et du coup, je me disais, et c'est une question que je me suis souvent posée, est-ce que dans les pays moins démocratiques, ou en tout cas considérés comme tels, est-ce que les gens pour qui, voilà, ce qui était dans les journaux, c'était forcément, enfin, qui comprenaient exactement le rapport entre ce qu'ils avaient dans les journaux et le pouvoir en place, est-ce que, du coup, ils étaient moins manipulables par définition, enfin, ou en tout cas immunisés contre une manipulation et une propagande qui était par net, enfin qui était l'essence même de leurs journaux. Est-ce qu'il y a une forme d'immunité? Je pensais à ça parce que là, ces derniers temps, à propos de l'Ukraine, tous les médias français étaient là en train de plaindre les pauvres Russes qui étaient complètement assujettis à la propagande de Poutine, alors que nous, les Français, évidemment, on est tout à fait très chrétiens. Enfin voilà, nous, on a une presse libre et complètement objective. Et enfin voilà, est-ce que cette théorie de l'immunité des gens qui ont vécu dans des systèmes totalitaires sont moins manipulables qu'en démocratie? Vous voulez dire que du fait qu'ils ne sont pas une presse libre, ils sont moins manipulables? Non, mais je ne crois pas ça. Non, non, je vous rassure. Non, simplement, ce qu'on peut dire, et ce que Krauss avait, je crois, raison de dire, c'est que la presse n'est pas, par définition, au service de la liberté et de la démocratie. Elle est tout à fait capable, et elle l'a fait du point de vue historique assez souvent, de se mettre au service de pouvoirs dictatoriaux. Il ne faut pas s'imaginer que des régimes comme celui de Hitler n'ont pas été capables d'avoir une presse littéralement à leurs bottes. Bon, par conséquent, je crois que la presse elle-même n'est pas du tout immunisée contre le risque d'être asservie et d'adopter ce qu'on peut appeler le mode d'existence de la servitude volontaire, sans même qu'on les contraigne. Donc, ce contre quoi j'ai protesté, il m'est arrivé en tout cas de protester, parce que je n'ai pas fait que ça quand même, c'est cette tendance que la presse a, si vous voulez, à croire qu'elle est par nature immunisée contre le risque de la manipulation, par exemple la manipulation par le pouvoir économique et par le pouvoir politique, et qu'elle est en quelque sorte par essence au service de la démocratie. C'est ça qui me gêne le plus, c'est-à-dire que je la crois tout à fait capable de travailler elle-même contre la démocratie, sans s'en rendre compte, et par conséquent il faut qu'il y ait des gens pour le lui dire. Mais est-elle capable de les entendre? Ça, j'en doute de plus en plus, et c'est ça qui me pose beaucoup de problèmes. Alors il s'est trouvé que j'ai fait un article sur Krauss qui portait assez directement sur ce problème de la manipulation de la presse par le pouvoir politique, qui est une chose qui est encore susceptible d'exister. Alors, je laisse de côté la question, parce que ça nous entraînerait trop loin, de la dépendance des journaux par rapport à la dépendance économique, par rapport à des patrons de presse. C'est un problème qui se pose de plus en plus directement, de plus en plus visiblement, parce qu'il se posait déjà manifestement depuis longtemps. Mais il y a aussi le problème de la dépendance par rapport au pouvoir politique. Alors il s'est trouvé que Krauss a écrit à un moment donné un article tout à fait remarquable sur cette question qui s'appelle Prozessfriedung. C'est sur la manière dont un universitaire autrichien qui s'appelait Friedung, un historien remarquable, s'est laissé manipuler par le pouvoir politique. Le pouvoir politique avait essayé d'utiliser une affaire, alors jusqu'à fabriquer des faux pour essayer de convaincre la Croatie de s'être laissée impliquer dans un complot politique contre l'Autriche-Hongrie,
contre le pouvoir, donc le pouvoir central. Elle a obtenu le concours d'un universitaire, donc qui s'est transformé pour les besoins de la cause en un faussaire. Or, vous avez un équivalent presque exact de ça en plus grand avec les conditions dans lesquelles a été déclenchée la guerre en Irak, où la presse s'est laissée manipuler clairement par le pouvoir politique. Elle l'a d'ailleurs reconnu après. Par conséquent, ce genre de choses est toujours susceptible de se produire, et on aimerait que quand ça s'est produit, la presse fasse preuve d'un peu plus d'humilité. Il y a quand même un manque d'humilité qui, moi, me choque, tout comme me choque le manque d'humilité quand vous avez, par exemple, ces phénomènes d'emballement catastrophiques, bon, comme il y en a eu dans l'affaire de meurtre du petit Grégory Villemain, l'affaire d'Outreau, etc. Je trouve qu'après, bon, on aimerait quand même voir les responsables, parce que quand même, ils ont une responsabilité, manifester un peu plus de gêne, des regrets un peu plus sincères, et à nouveau, c'est qu'ils prennent quand même la résolution de faire un peu plus attention la prochaine fois. Et j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Donc, enfin. mais du coup, votre rapport à la presse et aux médias en général est comment dire, enfin, très critique. On ne peut pas dire que vous les aimiez beaucoup. Chez ceux qui critiquent les médias, il y a deux écoles. Il y a ceux qui décident de les ignorer complètement, de ne répondre à aucune sollicitation, de ne pas y aller. Et puis il y a ceux qui disent, moi je préfère y aller et critiquer, faire une sorte d'œuvre de présence critique. Alors vous êtes de quelle école? Et enfin déjà, est-ce que vous recevez pas beaucoup de sollicitations et si oui, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez complètement d'y aller? Pour vous, Alors, ma position, autant que j'en ai une, était un peu la même que celle de Bourdieu, c'est-à-dire Bourdieu a toujours pensé qu'il fallait pas renoncer une fois pour toutes à aller à s'exprimer dans les médias, mais qu'il fallait choisir de le faire dans certaines conditions. Bon, si on peut obtenir que certaines conditions soient respectées, je pense qu'on peut tout à fait le faire. De façon générale, j'ai plutôt tendance à accepter les sollicitations qui m'ont été adressées, mais il n'y en a pas eu beaucoup, c'est simplement ça. Et pour une raison d'ailleurs qui est liée en partie, je pense, à l'attitude que j'ai adoptée à l'égard de la presse, c'est-à-dire le genre de critique que j'ai formulé, parce que il ne faut pas oublier que les journaux détiennent un certain pouvoir et sont capables d'exercer des représailles, ça c'est tout à fait clair. Bon. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Mais je suis évidemment tout à fait prêt, moyennant certaines conditions, à accepter de répondre aux sollicitations de la presse. Cependant, ça devient un petit peu compliqué parce que je pense qu'à la télévision, par exemple, il est de plus en plus difficile de trouver des émissions dans lesquelles les gens de mon espèce auraient des chances de réussir des chances raisonnables de réussir à dire ce qu'ils ont réellement à dire. D'une part, bon, les choses dont je m'occupe en général sont des choses qui ne sont pas supposées être médiatisables. Et si par hasard elles le sont, je risque de me trouver obligé d'essayer d'en parler dans des conditions qui ne s'y prêtent pas. Enfin, vous voyez, donc c'est très compliqué. Mais il n'y a pas de refus de principe de ma part. C'est pas systématique. Ok. Alors, pardon, je vais finir avec juste une dernière question sur l'influence que peuvent avoir les médias sur la pratique philosophique et notamment sur vous en parliez, les livres qui se vendent ou ceux qui se vendent pas. Et quand on voit en termes de nombre de ventes, les philosophes qui ont du succès, c'est des gens comme Vincent Cespedes, Charles Pépin. Attendez, je n'ai pas tous leurs noms, mais voilà, c'est des gens qu'on... Je pense qu'on pourrait y ajouter Onfray, Ferry. Onfray, voilà, Luc Ferry, etc. Et vous dites, en gros, que les livres de philo qui ont du succès, c'est les livres où en gros c'est la philosophie morale qui a remplacé un peu la philosophie sociale, ou c'est plutôt des... Philosophie politique, oui, voilà. En grande partie, oui. Et c'est des livres qui s'intéressent à apprenez à vivre, à l'amour, et où en gros on a l'impression que la philosophie a été remplacée par une espèce de psychologie un peu bas de gamme, où on demande à la philosophie de résoudre des problèmes intimes. Faut-il tromper sa femme ou punir son enfant? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les productions universitaires
dont on n'entend pas parler, et les productions médiatiques. Est-ce que voilà, Ah oui, ça n'a il y a une différence, rien à ça, voir. c'est sûr. Oui, oui, les universitaires continuent à écrire des livres. Des livres intéressants. Beaucoup qui sont des livres Ouais. théoriques, des livres Ah ouais. sérieux, difficiles, bon, mais qui justement sont de peu d'usage Mm. quand on demande aux philosophes de se transformer en une espèce de maître, psychologue, de ouais. maître à vivre, c'est-à-dire quelqu'un qui vous explique de quelle façon vous auriez Ouais. intérêt à essayer de conduire votre vie. Donc il y a réellement deux façons complètement opposées de percevoir la philosophie. Il y a celle que vous venez de décrire, la philosophie comme chargée de formuler des préceptes et des recettes concernant la conduite de la vie. Je ne dis pas que cet aspect n'est pas important et qu'il ne fait pas partie de la philosophie, mais on peut l'aborder avec plus ou moins de sérieux. Souvent, la façon dont on le fait me semble pas très sérieuse, pas très difficile, mais pas non plus très sérieuse, parce que malheureusement, souvent, ça va ensemble. Tout ce qui est sérieux C'est difficile. risque d'être difficile. Je trouve que tous les grands philosophes sont vraiment difficiles. Plus je les lis ou les relis, parce que souvent je les ai lus un bon nombre de fois et je recommence, plus j'ai tendance à les trouver difficiles. Alors ça, c'est une façon de concevoir la philosophie. Il y en a une autre qui est à peu près diamétralement opposée, c'est celle qui est assez bien représentée par Clément Rosset, qui est un philosophe que vous connaissez certainement, que je trouve toujours intéressant, bien que je sois en désaccord presque total avec lui sur beaucoup de points. Parce qu'elle consiste en gros à dire la philosophie, c'est à peu près le contraire de ça. La philosophie n'est pas là pour vous enseigner de quelle façon vous devez conduire votre vie. Elle est là, elle a une fonction qui est essentiellement thérapeutique, ce qui était aussi dans un sens différent ce que disait Wittgenstein. C'est-à-dire, ça serait déjà bien beau et même merveilleux si on pouvait, grâce à la philosophie, se débarrasser d'un certain nombre de confusions, d'illusions, etc. C'est-à-dire c'est une conception qui est beaucoup moins ambitieuse, qui est principalement négative au fond, hein, c'est-à-dire qui consiste à dire que à peu près que le maximum qu'on puisse attendre de la philosophie, c'est qu'elle nous débarrasse de certains obstacles qui s'opposent à une appréhension claire des problèmes, de leur nature exacte, du genre de solution qu'on peut leur apporter. Alors ça, c'est sûr que c'est beaucoup moins séduisant, ce genre d'attitude, de conception de la philosophie, c'est beaucoup moins exploitable du point de vue médiatique, bien que Rosset, est quand même un philosophe qui a été un peu connu de ce point de vue-là. Mais donc j'ai ce problème, c'est-à-dire que j'hésiterais à rendre les médias de façon complètement unilatérale, à faire d'eux les seuls responsables du fait que je ne suis pas souvent dans les médias, parce qu'il y a aussi quelque chose dans la façon dont je pratique la philosophie qui rend ce genre de choses difficiles. Donc le maximum que je pourrais dire, c'est que j'aimerais quand même, si possible, qu'on voit dans les médias qu'il y a une diversité un peu plus grande. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des secteurs entiers de la philosophie qui ne sont jamais évoqués. Alors là aussi, par exemple, la philosophie des sciences, à peu près jamais. Vous voyez, il y a des secteurs entiers de la philosophie qui n'apparaissent pas, parce qu'on a décrété qu'ils n'étaient pas médiatisables. Ouais. Ce qui crée un problème réel. Alors le problème en question, c'est le problème suivant, ou bien de deux choses l'une, ou bien on dit les médias ne peuvent pas du tout parler de philosophie parce que la philosophie ne s'y prête pas, ou bien ils décident qu'ils peuvent parler de philosophie, comme ils le font, mais à ce moment-là, il faut parler de toute la philosophie, c'est-à-dire de la philosophie dans toute sa diversité, de tout ce qui se fait en philosophie, dans les limites de ce qui peut être fait. Parce que si, évidemment, si on se met à parler de philosophie des sciences, je pense qu'on pourrait le faire, beaucoup plus en tout cas qu'on ne le fait. Mais c'est vrai que ça soulève des tas de problèmes. C'est plus simple de s'en tenir aux choses auxquelles on est habitué, qu'on sait faire. Et puis il y a ce problème que posait Régis Debray quand il avait écrit ce livre intitulé Le pouvoir intellectuel, qui remonte très très loin, et dans lequel il soulevait des problèmes dont il s'est par la suite, semble-t-il, assez bien accommodé, qui ne semble plus le tourmenter beaucoup. Il avait dit aujourd'hui le destin des livres dépend d'une quarantaine de médiocrates. C'est-à-dire il pensait qu'il y avait quelques dizaines de ces personnes qu'il appelait les médiocrates qui ont une espèce de droit de vie ou de mort sur le destin des livres. Alors c'est sans doute exagéré, je ne sais pas d'ailleurs exactement quelle est actuellement la situation, mais je n'hésiterai pas à dire que le pouvoir dont les médias disposent sur le destin des livres est disproportionné, à mes yeux.
Il est beaucoup trop grand. Et il l'est en partie parce que il y a pas de, pour le coup, il n'y a pas de contre-pouvoir. Ouais. Mais en même temps, un contre-exemple, c'est, vous voyez, la promotion, la publicité dont bénéficient certains livres. Alors, pour ne pas le citer, mais Bernard-Henri Lévy bénéficie d'une force de frappe médiatique absolument phénoménale, mais personne n'achète ses livres. Faut être conscient de ça. Son dernier bouquin s'est vendu à 5000 exemplaires. Alors, c'est déjà trop, hein. Mais je ne sais pas si ça n'a pas été le cas de tous ces livres, quand même, je pense, mais enfin, bon. Mais vraiment, mais quand vous tu avez fais raison, un film, personne ne va c'est un le problème voir. qui se pose. C'est la question de savoir jusqu'à quel point, comme on dit, les articles dans les journaux sont prescripteurs ou non. Bon. Et ils le sont probablement pas autant qu'on pourrait s'imaginer, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que il y a quand même trop d'espace, si vous voulez, qui est occupé par des livres qui sont peut-être quand même pas ceux généralement qui le mériteraient le plus. Si vous voulez. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on aide les gens qui ont le plus besoin de l'être. Alors je me souviens de ce que Bourdieu disait toujours. Il disait les journaux passent leur temps à consacrer des gens déjà consacrés. C'est-à-dire que le succès vient au score du succès. Il n'y a pas beaucoup d'efforts faits pour essayer d'aller voir un peu dans les endroits un peu cachés, si vous voulez, ou s'il n'y a pas des gens tout de même qui de façon discrète font du travail qui est très très important. Et ce qui fait qu'on en revient toujours à cette formule de Mouzil là, que je cite souvent. Mouzil dit une chose qui est absolument vraie. Il dit ce qui est douloureux dans le cas des journaux, c'est le contraste entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être. Ce qui est exactement ce que je ressens, si vous voulez. C'est-à-dire je suis loin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de vouloir la mort de la presse, mais je suis vraiment sensible au contraste qu'évoque Mouzil. Et il a cette formule si remarquable, pour on ne sait quelle impondérable raison, les journaux ne sont pas ce qu'ils devraient être, les laboratoires et les stations de l'esprit, mais des bourses et des magasins. Alors, dans le domaine culturel, on a l'impression que c'est des bourses et des magasins, c'est-à-dire des agences de publicité et de promotion qui fonctionnent au service à peu près exclusif d'un très petit nombre de gens. D'un très petit nombre d'éditeurs. Voilà, et en plus, effectivement, il y a la dépendance par rapport aux éditeurs, que là, c'est à nouveau un problème de marché. Oui. Alors, Krauss disait du journaliste qu'il est un auxiliaire dévoué dans le système du marché universel. Et peut-être que la plus grande partie de ce que nous venons de dire se ramène à cette formule, à la question des relations entre le journalisme et le monde du marché. Pas seulement le monde politique, mais quelque chose qui actuellement se situe au-dessus du monde politique et le dirige. C'est le marché lui-même. Ce qui fait que, en effet, c'est au-dessus du pouvoir médiatique, il y a une puissance encore bien supérieure qui n'est pas autre chose que le monde de l'argent. Là, on pourrait parler à nouveau de Krauss, parce que dans les premières années de la Fackel, la Fackel, c'est sa revue. La revue donc, de Krauss qu'il a publiée depuis 1899 à 1936. Il a publié 922 numéros, si je me souviens bien. Alors, dans les premières années, il s'est beaucoup intéressé aux questions économiques. Il y a une dénonciation en règle de la toute-puissance de l'argent, de l'hégémonie du capitalisme financier sur le capitalisme industriel. Donc, c'est l'actionnaire qui fait la loi, etc. Donc, là aussi, on a l'impression souvent de se trouver à nouveau confronté à des problèmes qui étaient déjà présents depuis très longtemps, enfin, qui n'avaient pas toujours été aussi perceptibles et aussi évidents. Mais ça, c'est peut-être plus décourageant que tout le reste, c'est cette espèce de toute-puissance de l'argent complètement décomplexé, dont tout le monde est en train vraiment de subir la tyrannie, y compris la presse, bien entendu. Ça, c'est clair.